Donc oui, il est temps de passer au dernier ouvrage de Martin Winkler, l'école des soignantes. Tu vas nous en dire un mot avant qu'on passe aux lectures. Il y a plusieurs lectures. Donc est-ce que c'est l'aboutissement d'une carrière? Est-ce que c'est une étape simplement? Qu'en dis-tu? J'espère que je ne suis pas sur le point de mourir. À vrai dire, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça c'est intéressant aussi par rapport à un trajet de comment dirais-je, de scribouillard, d'écrivant. On peut toujours regarder derrière ce qu'on a fait, mais on ne sait pas toujours ce qui vient à l'avant. Par exemple, je ne savais pas que j'allais écrire ce livre il y a un an, quand j'en ai parlé, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, quand j'en ai parlé à mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, qui s'est tué peu de temps après, enfin qui a été tué dans un accident de voiture. J'avais une idée qui est au centre du livre, mais qui ne s'est pas développée comme je l'imaginais. Et cette idée, c'était une idée très simple, que c'était une histoire que mon père racontait. C'était je crois que c'était sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, un jour, quand elle était très vieille, s'est allongée sur son tapis, qui était aussi son tapis de prière. Elle a regardé le ciel et elle a chanté sa vie. Et puis quand elle a eu fini de chanter sa vie, ses malheurs, ses bonheurs, ses enfants, etc., elle est morte. Bon, c'est probablement une légende, mais ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, un jour, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Donc j'étais parti là-dessus. Puis c'est devenu autre chose. Et puis c'est devenu quelque chose de plus élaboré que je ne vous raconte pas, mais qui, à un moment donné, m'est apparu comme ne pouvant prendre place que dans un hôpital, qu'en périphérie d'un service de psychiatrie, dans un hôpital imaginaire. Et c'est devenu l'école des soignantes. Alors l'école des soignantes, et alors j'avais pas prévu, j'écrirais un roman qui s'appellerait l'école des soignantes. En fait, c'est venu au fur et à mesure que j'écrivais et que je parlais de l'école des soignantes. Je me dis, bah c'est ça le titre. Et cette école des soignantes, c'est une école qui existe dans la ville imaginaire de tous mes romans, qui s'appelle Tourment. Parce que Tours et Le Mans, ce sont les deux villes où je me suis formé. Puis c'est pratique, il y a la tourmente au milieu, et puis ça s'appelle les tourmentés, les tourmentaises. J'aime bien ça. Et à Tourment, il y a eu une mini-révolution, un peu comme au Québec dans les années 70, qu'on a appelé la Révolution tranquille, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'occasions, à la fois politiques et sociales, ont fait que la mairie de Tourment et le CHU de Tourment ont décidé de tout centrer dans la communauté urbaine autour du soin, de la santé et du fait que tout le monde doit être soigné de la même manière et que toute personne peut devenir un professionnel ou une professionnelle de santé. Et donc dans cette école, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a que des professionnels qui suivent un cursus qui est toujours le même. On commence en étant soignant de pro. Soignant de pro, c'est on aide les gens, c'est voilà. S'il y avait des thermomètres, on passerait des thermomètres. On aide les gens à se lever, à s'habiller, à manger s'ils ne peuvent pas manger, etc. Ensuite, on apprend à faire des gestes techniques, donc on devient une soignante pro spécialisée, puis une penseuse. Et puis ensuite, on fait des gestes encore plus compliqués, et puis on devient une penseuse accoucheuse, ou une officiante avocatrice, ou une officiante opératrice. Je ne vous explique pas ce que c'est, si vous avez envie de savoir, c'est expliqué dans le roman, mais c'est fait pour suggérer que le soin, c'est une continuité, et qu'on peut aller vers
des spécialités dans lesquelles on n'a pas d'interaction technique ou physique, hein, et puis d'autres dans lesquelles on est très technique, on fait de la chirurgie de pointe, mais il n'y a pas 3 catégories de professionnels ou 4 catégories, c'est toujours les mêmes personnes qui, au fil de leur expérience et au fil de leur apprentissage, apprennent des techniques plus ou moins élaborées. Et dans cet hôpital, tout le monde est au féminin. Pourquoi? Parce que pour abolir la hiérarchie, on commence par abolir la hiérarchie des genres. Donc tout le monde est au féminin. Et le personnage principal, qui s'appelle Anna, qui est un homme, est une soignante. Et il y va en sachant qu'il va devenir une soignante. Il a, d'ailleurs, c'est pas un jeune homme, il a une trentaine d'années, il a fait autre chose, et un jour, il décide de devenir professionnel de santé, et il va à Tourment se former. Bon. Je ne vous raconte pas la suite, il y a 500 pages, c'est un peu long. Mais ce livre est aussi, comme Le cœur des femmes, donc c'est une utopie du soin, c'est une utopie d'un hôpital imaginaire, mais comme Le cœur des femmes, il est aussi entremêlé, enfin les chapitres qui racontent l'histoire sont entremêlés on va dire de poèmes, qui sont en fait des fragments d'un long poème qui pourrait être lu d'un seul tenant, qui pourrait être aussi une chanson, qui pourrait être aussi quelque chose qui ressemble à ce que mon arrière-arrière-grand-mère a fait allongée sur son tapis de prière en regardant le ciel et en racontant, en chantant sa vie. Sauf que là, chaque phrase du poème est racontée par une femme différente à chaque fois. Et donc, voilà la présentation un peu générale du livre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est bien, c'est bien. C'est bien. Jacques, ça c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. Et alors donc le premier extrait, donc, oui, c'est à la fin de mon premier trimestre de penseuse, Martine. Merci. Accompagnement. À la fin de mon premier semestre de penseuse, j'ai entendu dire que le centre d'accompagnement à la fin de vie cherchait des volontaires. Et je suis allée m'y inscrire. Betty m'a demandé si j'étais sûre. Et je lui ai répondu que ça ne me faisait pas peur. C'était un mensonge. J'étais terrorisée. Mais je me faisais une obligation. J'avais vu trop de personnes, pendant les 3 années précédentes, mourir à petit feu, parce que le centre manquait de personnel et ne pouvait pas répondre à toutes les demandes. Et je me souvenais trop bien de la mort de Sarah. À la mise en place de la réforme, le comité directeur de l'école avait supprimé la clause de conscience à l'égard de l'IVG. Il n'a pas été possible de faire de même pour l'accompagnement à la fin de vie, en 2025, lorsque celui-ci a été légalisé. La plupart des soignantes du centre hospitalier, c'est HHT, centre hospitalier du Tourment, c'est ça? Holistique, centre hospitalier. Centre hospitalier holistique de Tourment. Et de l'école étaient sur le principe favorable à l'AFV, accompagnant de fin de vie, accompagnement de fin de vie. Mais beaucoup étaient réticentes à l'idée d'aider elles-mêmes des personnes à mourir. Au centre, à l'époque où je me suis portée volontaire, nous n'étions qu'une poignée, 3 hommes et 7 femmes. Les 2 autres hommes étaient nettement plus âgés que moi. Ils avaient été médecins attachés bien avant la réforme et ils avaient quitté leur retraite pour venir pratiquer des accompagnements. Emmanuel Zax, le premier responsable du centre, était un homme bon, certainement, et très doux. Il avait commencé seul, en secret, 15 ans au moins avant que la loi ne l'autorise. Tout le monde au chut le savait, car il avait d'abord accompagné des soignantes et des soignants. Très naturellement, à la création du centre, on lui avait proposé de le diriger. Il avait tout de suite organisé une formation ouverte à toutes. Il en animait les séminaires, vêtu d'une salopette rayée, qui le faisait ressembler, disait-il, à un fermier des Appalaches. Il ne s'épanchait jamais sur ses années de clandestinité. Quand il parlait de son expérience passée, c'était pour partager ce que les personnes accompagnées lui avaient apporté. Lorsqu'il accueillait de nouvelles volontaires,
Il commençait par leur demander ce qui les avait incités à venir au centre et ce qu'elles venaient y chercher. C'était un peu déstabilisant parce qu'on y venait avec le désir d'offrir notre aide, notre soutien, notre présence, et non pour y recevoir quoi que ce soit. Il répondait « Il n'y a pas de honte à s'engager dans une activité aussi exigeante, en espérant y trouver des gratifications morales ou affectives. On ne choisit jamais une activité de soins par altruisme désintéressé, et c'est tant mieux. On travaille mieux quand on n'est pas purement et simplement pompé de son énergie, mais lorsqu'on reçoit aussi en retour. Il soulignait aussi que plus une activité était intense du point de vue moral et émotionnel, comme par exemple les urgences, les IVG, l'accouchement, les soins palliatifs, la réanimation, l'accompagnement, la chirurgie de champ de bataille ou la médecine générale dans les quartiers défavorisés et les zones dépeuplées, plus il lui semblait important qu'on se sente valorisé. Même si la nature des gratifications dépend bien sûr de la personnalité de chacun, de chacune et chacun. Un jour, j'ai osé lui demander ce qui lui avait permis de se sentir gratifié pendant ces années de clandestinité. Il m'a répondu sans hésiter, les personnes qui faisaient appel à moi avaient toujours une histoire à raconter. Je leur proposais de la recueillir pour eux, et beaucoup ont accepté. Je la recopiais, sans mentionner leur identité. J'ai des dizaines de cahiers chez moi. Quand je trouvais ça trop dur, j'en prenais un au hasard, et je relisais quelques histoires. Les personnes que j'ai accompagnées m'ont accompagnée chaque fois que j'en avais besoin. En l'entendant me dire ça, je me suis mise à pleurer. Et puis je lui ai dit que ce que je faisais, et j'ai sorti mon cahier électronique. Il a parcouru quelques pages et m'a rendu le cahier en souriant. On a trouvé la même solution à 15 ans d'écart. Mais toi, tu leur donnes immédiatement quelque chose en retour. Tu es leur récitant, en quelque sorte. C'est bien. Je n'ai jamais trouvé difficile d'accompagner. Au contraire. Quand je prends la main d'une personne qui a décidé de la date et de l'heure de son départ, je ne sens pas de la peur, mais de l'espoir. L'espoir de ne plus se sentir impuissante et submergée, de ne plus avoir mal, de ne plus souffrir d'être en vie. Et aussi la perspective de finir avec élégance, de sortir en beauté. On my own terms, avait dit Betty. Emmanuel m'a appris qu'on n'accompagne pas seulement la personne qui met fin à sa vie, on accompagne aussi ses proches, qui ont terriblement besoin d'être entendus pour surmonter leur chagrin, leur fatigue et leurs sentiments inavouables. Le désir de ne plus baigner dans la douleur de l'autre, le soulagement et la honte qui l'accompagnent, la peur de la perte, l'angoisse du vide qui suivra. Vous avez des Kleenex là? Elle et lui, elle et lui se serrent l'une contre l'autre sur le lit, dans la chambre de fin de vie. Il a la peau jaune et parcheminée, un corps décharné par un cancer du pancréas. Il n'a pas mal, la pompe lui délivre tous les antalgiques dont il a besoin, mais il est épuisé de mourir à petit feu. Elle est blême de chagrin et de fatigue. « Je veux mourir avec lui, dit-elle. Et moi, répond-il d'une voix encore forte, je ne veux pas l'entendre dire ça. Il se tourne vers elle. J'en ai marre de vivre. Je suis malheureux de te quitter, mais tu es en bonne santé, tu vas vivre longtemps de belles choses, de belles rencontres. Ça ne m'intéresse pas, dit-elle. Oh ma chérie, depuis que je suis malade, tu ne vis plus, tu ne dors plus de peur que je meure pendant ton sommeil. Je ne vais pas mourir pendant ton sommeil, mais je ne veux pas traîner sans cet ans. Je veux m'endormir paisiblement en te tenant la main au moment que j'aurai choisi. Je ne souffrirai plus et je ne te ferai plus souffrir.
C'est ta maladie qui me fait souffrir, pas toi, s'écrie-t-elle. Tu veux que je meure seule, c'est ça? Il secoue la tête et pose la main sur son visage. Tu trouveras quelqu'un, ou quelqu'un te trouvera. C'est ça, parle-moi comme si j'avais 12 ans. Mais qui te dit que dans 6 mois, je n'aurai pas une maladie grave, un cancer et une saloperie, moi aussi? Le veuvage, ça bousille l'immunité. C'est pour ça que beaucoup de veufs et de veuves et de veufs ne survivent pas longtemps à leur partenaire. Je me trompe? Dit-elle en me lançant un air de défi. La question me laisse sans voix. Avant que j'aie pu répondre, elle ne me regarde déjà plus et se remet à lui parler. Pour ce que t'en sais, en sortant d'ici, je peux me retrouver tétraplégique après avoir été renversé par l'autobus. Et qui viendra me faire manger ma compote à la cuillère? Ne dis pas de bêtises. Comment? Quand tu parles, il faut que je t'écoute, mais quand je parle, je dis des bêtises. Ça fait 20 minutes que leur duo se chamaille sans que j'intervienne. J'inspire un grand coup pour attirer leur attention. L'une et l'autre me regardent, je leur souris. Vous n'êtes pas d'accord? Non, dit-il, il n'y a jamais moyen d'être d'accord avec cette quoi? Dis-le, vas-y. Cette femme que je n'ai plus la force de prendre dans mes bras, dit-il douloureusement. Je sais que tu veux me rassurer, me protéger, dit-elle émue. Elle pose ses lèvres sur le visage décharné de son partenaire. Mais c'est toi qui es malade, mon amour, c'est pas moi. Tout ce que je pourrais dire sera inadéquat, dis-je. Mais si vous le permettez, j'aimerais vous demander, que voulez-vous? Je veux dire, pouvez-vous me dire l'une et l'autre ce que vous voulez? Elle et lui se regardent longuement. Je ne veux plus souffrir, dit-il, et je ne veux plus la voir souffrir. Et moi, dit-elle, je veux qu'il ne souffre plus, et je ne veux pas souffrir de me retrouver seule. Et je sais ce que je dis. Ah. Et j'imagine que si vous étiez dans la situation inverse, ce serait pareil. La question n'est pas là, proteste-t-il. Je sais, mais si ça l'était. Je ne veux pas en parler. Je pose la main sur son bras, sa douleur, sa colère, sa peur vibrent au bout de mes doigts. Pourquoi? Il ne répond pas. Dans son corps, j'entends de la confusion et autre chose. Parce que tu voudrais vivre, dit-elle, et tu n'as pas à en avoir honte. Si j'étais à ta place, je serais heureuse que tu choisisses de vivre. Moi aussi, je veux que tu vives, alors pourquoi? Parce que je ne suis pas toi. Et parce que je veux décider de ma vie comme tu décides de la tienne. Je ne suis pas une concubine qui s'immole sur le bûcher de son seigneur du maître. Je suis une femme qui mesure sa chance d'avoir une bonne vie avec le partenaire qu'elle a choisi. Un homme bon et vivant. Cet homme, je ne veux pas le voir sans vie. Je ne veux pas laver son corps froid. Je ne veux pas l'habiller pour le mettre dans son cercueil. Je ne veux pas emporter le cercueil au crématorium et le voir disparaître dans un four pour en voir ressortir un pot de fleurs contenant ses cendres. Tu comprends? Je ne collerai pas tes foutues cendres sur une étagère et je ne veux pas avoir à aller les répandre où que ce soit. C'est vrai, je ne dors pas la nuit, mais si tu meurs sans moi, je ne dormirai pas non plus. Je ne veux pas poser ma tête sur l'oreiller en me disant « Demain, sa tête ne sera pas là, son corps ne sera pas là, il ne sera pas doux et chaud l'hiver quand j'aurai froid, il ne sera pas chaud et moite l'été, et chaque nuit, je ne pourrai pas le pousser doucement dans mon demi-sommeil pour qu'il se tourne sur le côté et cesse de ronfler, car il ne sera pas là. Je t'aime. Si je ne dors pas, c'est parce que je ne veux pas me réveiller sans toi aujourd'hui, ou demain, ou jamais. Tu ne veux plus vivre cette vie, et je le comprends. Mais moi, je ne veux pas de la demi-vie, de la vie au rabais, de la vie misérable. Que serait ma vie sans toi? Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je veux dormir. Mais je veux m'endormir sans peur. Je veux m'endormir avec toi. Donc, soigner. Soigner, c'est nettoyer des escarres sans avoir l'air dégoûté. Soigner, c'est donner à manger à quelqu'un qui tremble trop pour tenir sa cuillère. Soigner, c'est retourner 3 fois en un quart d'heure dans la même chambre pour retaper un oreiller. Soigner, c'est passer une compresse d'eau sur le front ou un glaçon sur les lèvres. Soigner, c'est caler une jambe cassée sur un brancard avec un petit sac de sable. Soigner, c'est tenir la main pendant que quelqu'un d'autre suture, ponctionne, arrache, incise, cautérise, injecte, sonde,
aspire, accouche celui ou celle à qui on tient la main. Soigner, c'est hocher la tête pour dire « je suis avec vous ». Soigner, c'est avoir envie de prendre dans ses bras sans pouvoir le faire, mais trouver tout de même un geste qui voudra dire la même chose. Soigner, c'est porter, soutenir, guider, écouter. Soigner, c'est être là. Martha, vous nous direz après ce que vous avez mis dans cette belle poésie ou chanson. Je suis la chamane qui entend les voix des ancêtres. Je suis la femme médecine qui cueille les plantes magiques. Je suis la sorcière qui chasse les démons. Je suis la guérisseuse qui arrête le feu dévorant. Je suis la rebouteuse qui redresse les membres brisés. Je suis la femme de peine qui prépare une poire et de l'eau savonneuse pour avorter une femme plus en peine qu'elle. Je suis la matrone, la doula, la femme sage qui aide les femmes à mettre au monde. Je suis la doctoresse de quartier qui aide les toxicomanes à décrocher. Je suis la chirurgienne qui répare les enfants mutilés. Je suis la prisonnière qui, après sa libération, aide les femmes du dehors à briser leurs chaînes. Je suis la femme livre qui recueille et partage les savoirs. Anna se rassied et désigne les statistiques qu'elle vient d'afficher sur l'écran virtuel. J'ai lancé une recherche portant seulement sur les témoignages d'internautes. Quelques hommes cisgenres en ont posté, ils ne sont qu'une poignée, mais par acquis de conscience, je ne les ai pas comptés. À ce jour, le site compte 73 955 témoignages, toutes formes confondues. Vous me suivez? Bon, à présent, j'isole ce corpus et je fais dedans une recherche portant sur un mot, un seul. Au bout d'une fraction de seconde, le compteur affiche le résultat, 972 019 occurrences. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande René. Le mot apparaît plus de 10 fois par entrée, dis-je. C'est énorme. Yep, dit Jean. Tu vois où je veux en venir? Je crois. Vous disiez que ce qui manquait au pôle psycho, c'était un projet de recherche qui frappe l'imagination. Exactement. Et depuis que je suis ici, je me creuse les méninges pour en monter un qui soit éthique, compatible avec les problèmes juridiques de nos soignés, respectueux de leur vie privée et de celle de leur famille, et je n'en trouve pas. Alors que nous l'avons sous le nez depuis le début, et il correspond exactement aux objectifs de recherche du... J'ai fait un acronyme exprès, alors j'ai remplacé universitaire par holistique, parce que c'est pas gratuit, et du coup ça fait chut. Bon, et alors, voilà. Et alors, l'hôpital de Tourmente, c'est le chut. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés faire en leur disant, mais surtout, ne faites pas d'ombre aux autres CHU. Donc, ils disent le chut. Voilà, c'est simple. Tu dis jamais chut, toi. Enfin, merci pour le bon Enfin. Ma grande, dit René, tu es trop excitée, tu vas trop vite pour moi. Et puis mes yeux sont fatigués, je ne vois pas bien ce que tu as affiché. Toi, Anna, explique-moi. Je regarde Jean. Tu veux utiliser les contributions des internautes du site pour un projet de recherche qualitative sur la définition de la souffle? C'est bien ça? C'est exactement ça, dit Jean en riant. Je fronce les sourcils. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu viens de la tutoyer, dit René. Ah, dis-je. Je suis désolé, j'ai pas fait attention. Tu t'excuseras plus tard, mon grand. Jean, continue. Depuis la création du et de l'école, l'un des piliers de l'enseignement du soin est la définition par les soignés elles-mêmes de ce qui les fait souffrir. Pendant les 2 premières années, une équipe de sociologues est allée interroger la population pour identifier les affections et problèmes de santé les plus importants à ses yeux. Dans le cas des souffrances psychocognitives, ça s'est révélé trop compliqué.
Et cette partie de la recherche n'a jamais été menée à bien. Jusqu'ici, je te suis, dit René. Mais les soignés ne sont pas les seuls à pouvoir définir ce qui fait souffrir. Il n'est pas nécessaire d'avoir mal pour parler de la douleur et partager ce qu'on en sait. On peut parler de la douleur qu'on a ressentie autrefois ou de celle qui fait souffrir nos proches. Et pour les troubles psychocognitifs, c'est pareil. Je comprends bien, dit René, mais toutes les femmes qui ont posté un témoignage sur le site ne sont pas d'anciennes soignées du pôle psycho. Non, mais toutes ont une expérience à raconter, dis-je, hochant la tête. Et beaucoup ont fait l'expérience de troubles psychocognitifs, même s'ils n'ont jamais été reçus ici. Et à partir de tout ce corpus, ajoute Jean, ce serait bien le diable si on ne parvient pas à formuler une définition collective. La première, peut-être. C'est ça notre projet de recherche. Une définition? La définition de quoi? Du mot qui apparaît 900 000 fois dans les témoignages. Du mot que toutes les contributrices emploient pour raconter leur histoire, et plutôt 10 fois qu'une. Du mot par lequel on les qualifie ou les disqualifie dès qu'elles ouvrent la bouche. Regarde, regarde! Jean désigne l'image qui s'affiche au milieu de la pièce. René ne la regarde pas, elle a déjà compris. Elle sourit de toutes ses dents. Tu es folle. Je suis folle quand je ne tiens pas en place. Je suis folle quand je ne reste pas en place. Je suis folle quand je suis trop maigre. Je suis folle quand j'ai peur d'être trop grosse. Je suis folle quand je ne veux pas sortir avec celui-ci. Je suis folle quand je ne veux pas sortir avec celui-là. Je suis folle quand je sors seule. Je suis folle quand j'écoute ma voix intérieure. Je suis folle quand je n'écoute pas ce qu'il me dit. Je suis folle quand je dis oui, oui, oui. Je suis folle quand je lui dis non. Je suis folle quand je m'habille comme ça. Je suis folle quand je crie ma douleur et ma peine. Je suis folle quand je crie mon plaisir et ma joie. Je suis folle quand je me caresse. Je suis folle quand je ne veux pas qu'il me touche. Je suis folle quand je veux un enfant dont il ne veut pas. Je suis folle quand je ne veux pas d'enfant avec lui. Je suis folle quand je ne veux pas d'enfant. Point final. Je suis folle quand je ne veux pas de la vie qu'il se tue à m'offrir. Je suis folle de partir. Je suis folle quand je pleure et ris de toute seule dans mon coin. Je suis folle quand je pleure et je ris avec mes amis. Je suis folle de chercher à comprendre. Je suis folle de chercher à apprendre. Je suis folle de vouloir vivre ma vie. Et on va finir par un duo, Martine et Nicole. Je suis celle qui incarne le péché originel. Je suis celle par qui le scandale arrive. Je suis celle qui provoque la brouille entre les frères ou les meilleurs amis. Je suis la mère coupable que son enfant soit homosexuel, schizophrène ou autiste. Je suis la fille indigne, la sœur jalouse, la grand-mère possessive, la belle-mère étouffante, la marâtre malfaisante, la bru inadéquate. Je suis l'épouse épuisante et la maîtresse vénale, à moins que ce soit le contraire. Je suis celle qui, selon l'humeur des psychanalystes, est névrosée, tantôt parce qu'elle a été séduite par le père, tantôt parce qu'elle a voulu séduire le père, et qui n'a pas d'autre choix que de se voir victime ou prédatrice. Je suis celle que l'on qualifie de perverse et de manipulatrice, et réciproquement. Je suis la castratrice qui empêche les hommes de bander, et la salope qui les fait bander malgré eux. Je suis celle qui leur pompe l'air et leur casse les couilles, mais ne leur suce pas assez la queue. Bref, je suis une emmerdeuse. Et je les emmerde. Et je les emmerde. Eh bien, dernière séquence d'échange jusqu'à 17h30. Après, on passera à la signature. Allez, Ça va, on est dans les temps. on a un peu dépassé, mais c'est bon quand même, c'est bon. Allez, on y va.
Je tente et ça marche. Moi, j'en profite, alors je vais me régaler parce qu'en fait, je voulais te demander, vous demander à tous, quelles sont, à votre avis, donc les qualités qui seraient représentées par le féminin, qui évidemment n'est pas la femme, hein, mais plutôt le féminin peut-être, que l'on pourrait souligner justement dans la pratique du soin. Mon idée derrière, c'est en fait, j'écris aussi, et là donc je vais récupérer justement des témoignages de femmes. C'est pas spécialement sur le soin, mais c'est sur le regard sur soi. En fait, c'est sur le regard intérieur. Et voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Je vais être éditée aussi. Et l'idée, c'est quand on parlait tout à l'heure aussi avec la psychologue et tous ensemble. Pour moi, une idée vraiment centrale, à la fois dans notre société et dans la question du soin, qui fait qu'il y a douleur, qu'il y a douleur dans le soin, qu'il y a douleur dans la relation de soin, c'est cette question de la connaissance de soi. Je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui est en fait un traité, c'est pas du tout pédagogique, mais sur vraiment une espèce d'échec dans la relation globale de notre société post-industrielle, qui est qu'on a créé des injonctions, en fait tacites, dans cette société, qui est l'injonction « ne te connais pas ». Ne te connais pas toi-même. Parce que si tu te connaissais toi-même, tu risquerais d'être libre, évidemment. Et donc si tu es libre, tu peux aussi ne pas être malade. Et dans « ne te connais pas toi-même », dans mon travail, moi, je replace ça dans le contexte des soignants, puisque je forme et je suis psychologue pour des soignants. Et j'ai enseigné longtemps à l'université, la psychologie, et mon plus grand désespoir, c'est que par exemple, on demande à des personnes, surtout jeunes, hein, de devenir psychologue ou d'autres de devenir médecin, mais il y a l'idée derrière qu'on peut faire ça sans se connaître soi-même. C'est-à-dire sans se connaître soi-même dans comment ça fonctionne avec les émotions, comment je fonctionne avec tout ça. Comme s'il y avait deux mondes. Il y avait le monde où je vais soigner les autres, et il y avait le monde où j'apprendrai à me connaître et à évoluer avec le soin, comme si c'était deux choses différentes. Alors ma proposition, ça serait bien sûr, et c'est ce que je disais toujours en psychologie, puis dans les rapports que je faisais, pour moi, on ne peut pas être psychologue si on ne suit pas une psychothérapie, si on ne suit pas une analyse, etc. etc. Et on revient à l'idée, mais alors on va obliger les gens à le faire. Non, c'est pas du tout une obligation. C'est un peu la même chose que dans l'hôpital. Pour moi, soigner, ça serait par exemple créer le contexte, le terrain pour que le soin juste apparaisse. Ce ne sont pas des injonctions obligatoires. C'est un peu ce que tu disais, mais aussi pour le soignant, parce que là on est en train de parler des soignants, hein, beaucoup. Donc comment entre nous, comment créer, même dans un TU, même à l'université, même dans des formations, comment créer le contexte pour que le soignant puisse ne plus être dans la dichotomie. Je vais rentrer dans l'intimité de l'autre, dans son corps et dans sa tête, mais je ne vais pas rentrer dans la mienne, je ne vais surtout pas écouter ce que je ressens. Dans les cours que je faisais, je disais justement, il n'y a pas de, ça n'existe pas, un entretien où on n'est pas impliqué, ça n'existe pas. Voilà. Donc, pour moi, j'aimerais vraiment travailler avec des personnes, notamment sur ça, sur l'imaginaire du soin, avec différents thèmes, notamment l'imaginaire du soin, et qui serait comment nous créons ensemble le mythe du soignant, qui est un soignant qui ne se connaît pas. Et pour moi, ça c'est vraiment une clé fondamentale, en fait, qui ne connaît pas ce qui se passe en lui quand il soigne, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à c'est votre thème de ce dernier paragraphe, c'est le féminin. Moi, j'ai vraiment observé que les femmes, le féminin, c'est cet espace de sens où l'injonction politique, hein, civique et violente ne te connaît pas, entre le moins possible. Une femme, entre guillemets, dans notre société, a encore le droit de se connaître. Le féminin a le droit de se connaître.
Le féminin a le droit de regarder, de s'écouter, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour ça que je posais la question. Quelles sont les qualités du féminin que tu ou que vous reconnaîtriez comme étant intéressantes à souligner, à creuser pour travailler sur l'idée d'un soin plus juste? Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que je ne sais pas ce que c'est que le féminin. En revanche, ce que je peux dire que j'ai observé, c'est que et je ne veux pas du tout idéaliser les femmes par rapport aux hommes. Hein. Les êtres humains, ils sont très divers, quel que soit leur genre. Et je pense que, par exemple, dans le domaine du soin, ce qui compte, ce n'est pas le genre de la personne, c'est son attitude. Oui, non, mais après, ce que j'observe quand même, ce que j'ai observé quand même, c'est qu'il y a un rapport à la fois à la narration de soi, qui va avec la connaissance de soi, parce que quand on peut se raconter, ben, on peut se connaître par confrontation avec les autres et par échange et par partage. Il y a un rapport à la narration de soi qui est plus volontiers exercé par un plus grand nombre de femmes que par un plus grand nombre d'hommes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui le font. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la collectivité, hein, de l'échange communautaire, qui est beaucoup plus volontiers fait par beaucoup plus de femmes que beaucoup plus d'hommes. Et que si on associe ça plus à une volonté d'égalité, hein, l'idéal féministe c'est l'égalité, l'idéal humaniste c'est l'égalité, c'est mon idéal, donc j'ai pas de mal à considérer que mon idéal c'est l'idéal féministe, puisque c'est la même chose. Si on associe ça, c'est-à-dire si on associe la connaissance de soi au travers de l'échange de qui nous sommes et comment nous racontons qui nous sommes et ce que nous ressentons avec les autres et l'écoute de l'autre, la mise en communauté et la recherche de l'égalité. Et la recherche de l'égalité, il y a des choses très précises, très concrètes sur lesquelles on peut travailler, hein, égalité salaire, partage d'un certain nombre de tâches qui devraient être partagées, prise en compte de choses comme ce qu'on appelle la charge mentale, est prise en compte sérieusement. C'est-à-dire, voilà, c'est une charge qui s'exerce sur toi, qui ne s'exerce pas sur moi, comment est-ce qu'on peut la partager? Là, je pense qu'on a une piste. Voilà, pour dépasser les écueils qu'on a. Mais est-ce que c'est de l'ordre du féminin ou est-ce que c'est de l'ordre de choses qui sont partagées aussi par des hommes, par un certain nombre d'hommes de bonne volonté et qui sont des fois pas partagées par certaines femmes? Par exemple, je pense, je l'ai dit dans un reportage il n'y a pas très longtemps, j'ai dit je pense que la féminisation du monde médical est une bonne chose, mais c'est pas la solution. C'est pas parce qu'il y aura majoritairement des femmes dans le monde du soin que ça va résoudre tous les problèmes, parce qu'il y aura quand même des perverses narcissiques parmi un certain nombre de femmes, parmi les femmes. Je veux dire, autrement, ça voudrait dire qu'elles ne sont pas atteintes par ce genre de trouble. Si, quand même. Enfin, il n'y a pas des personnalités difficiles. Il y a des personnalités difficiles dans les deux genres, dans tous les genres d'ailleurs. Donc voilà, je veux pas. Voilà, je ne m'aventurerai pas à parler du féminin. Je ne suis pas compétent. On a une autre intervention. Nadine. Merci. Je rebondis sur ce que disait Madame dans la connaissance de soi. Déjà, la connaissance de soi, c'est le travail de toute une vie. Et la connaissance de soi, je pense, et ça m'appartient, c'est aussi avec la connaissance de l'autre. C'est tisser des liens, tisser des connexions pour apprendre de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc l'effet miroir, c'est justement être à l'écoute de l'autre et à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ce qu'on éprouve, de ses colères, de son positionnement. Et l'un ne peut pas marcher sans l'autre. C'est-à-dire la connaissance de soi, elle vient aussi par la connaissance de l'autre. Ça, c'est mon avis.
mon avis personnel. Michel? Toujours sur le même sujet de la connaissance de soi. Merci pour tous ces témoignages. Justement, pour se connaître soi-même, on a besoin vraiment de... C'est l'autre qui nous dit qui on est, finalement. Hein, et on a besoin de ce miroir, de cette parole des patients qui nous dit, mais regardez comment vous êtes, regardez comment vous vous comportez, comme des vétérinaires, et tous ces moments sur le blog, tous ces moments du cinéma, hein, nous disent vraiment à nous comment on est. Parce que si on réfléchit simplement sur soi-même tout seul, on a souvent tendance à refouler ce qui nous dérange. Quand on analyse sa pratique tout seul, eh bien on se dit, bon ben, je fais si mal finalement. Il y en a pire, il y en a des pires. Et puis, bien sûr qu'on a tous en nous cette possibilité de maltraitance, hein, il faut vraiment faire un effort sur soi en permanence quand on est soignant. Et c'est en se confrontant justement à ce miroir qu'on nous tend, en disant, regardant comment vous êtes, que peut-être on pourra progresser. Donc merci pour tous ces éléments qui vont nous faire peut-être des micro-changements dans notre attitude. Soit parce qu'on a entendu une phrase là qui nous a particulièrement touchés, soit même peut-être de façon inconsciente. On espère tous, voilà, grâce au travail notamment de Jean-Michel, avoir quelques micro-évolutions dans notre... Mais c'est déjà pas mal, des micro-évolutions. Décidément, on a ce mot de connaissance de soi. Moi, je ne sais pas qui je suis. Par contre, ce que j'essaye d'apprendre, c'est d'être présente à moi-même, d'être présente à mes besoins, d'être présente à mes émotions. Ça, c'est le mindfulness qui a appris. Moi, j'ai beaucoup appris avec la méditation. Parce que se connaître, c'est quelque chose qui peut paraître intellectuel, tandis qu'être présent à ce qu'on vit dans l'instant, à ce qu'on partage là, maintenant, dans ce moment un peu unique. Et donc, moi, j'essaye de le vivre aussi avec mes patientes. Parce que souvent, elles sont hors de leur corps, elles sont hors de leurs sensations, hors de ce qu'elles vivent. Par exemple, il y a un exemple tout simple. Je leur demande toujours, comment sont vos règles? Est-ce qu'elles sont abondantes? Oh, elles me disent non, ça va, je saigne juste 3 jours avec des gros cailloux pendant 3 jours, 4 jours. Mais ça a toujours été comme ça. C'est normal. Ah, j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Bon, voilà, parce qu'on est souvent dans des comportements formatés dans notre savoir, formatés dans nos comportements automatiques, parce qu'on nous a appris à être comme ça, à être médecin, à être patient, et même nous aussi, on est des patients nous-mêmes, hein, à tour de rôle. Donc, je proposerais plutôt que le terme de connaissance de soi, la présence à soi-même, parce que ça permet vraiment d'être présent aussi à l'autre, je dirais avec une certaine humilité. Ça me semble important parce qu'on connaît à ce moment-là, quand on est présent à soi, on est un peu plus conscient de ses besoins, de ses émotions et puis de ses limites, de son sentiment d'impuissance. Enfin, moi, je l'expérimente souvent. Mais quand on le partage avec l'autre, voilà, ça donne sens et ça donne de la richesse. Et puis cette humilité du partage avec l'autre dans l'instant présent, bon, moi, ça nourrit beaucoup mon exercice, on va dire ma présence dans les consultations, une espèce de partage en conscience de ce qu'on est, de ce qu'est l'autre. Et il y a une intervention peut-être avant Jean-Michel. Merci. C'est aussi de rebondir en bons successifs. Je trouve que la connaissance de soi ou la présence à soi, elle est inhérente en tant que personne et pas forcément uniquement aussi de savoir se connaître et tout ça en tant que soignante. Et moi, je trouve que l'importance de plus en plus au niveau des personnes, soit dans la société, mais là en tant que patient, serait vraiment importante pour justement s'élever des fois et contrer certains comportements inacceptables au niveau de certains soins et de certains médecins. C'est justement d'avoir aussi cet accès à la parole en tant que patient, de ne pas pouvoir, au niveau peut-être d'un manque de respect ou des choses qui ne vont pas, des témoignages qui ont été lus montrent vraiment et d'où l'importance de ce début là au niveau du prendre soin, mais de donner de plus en plus cette force
au niveau justement de se dresser ensemble, mais pour justement donner une autre dimension à cette qualité de soins dont chacun devrait pouvoir bénéficier. Et à une lecture, il y a eu le mot utopie qui a été donc relevé. Et en 2003, il y avait Walter Hasbin qui est déjà venu au niveau d'une conférence, qui était venu, qui avait fait une intervention à l'hôpital Sainte-Marie, et qui avait dit que l'utopie n'est pas quelque chose d'irréalisé, mais n'est pas quelque chose d'irréalisable, c'était quelque chose d'irréalisé. Et que donc, en pouvant soi-même se dresser, ben, on pouvait y aller, quoi. Et juste pour rebondir aussi au niveau d'un savoir, c'est important, effectivement, le savoir, la connaissance, la théorie. Après, il y a le savoir-faire, mais l'importance d'harmoniser tout ça avec son savoir-être, ça me paraît également très important aussi. Je reviens à notre interne de médecine générale qui est ici, parce que c'est elle qui me préoccupe depuis tout à l'heure. Parce que je me suis soudain, j'ai eu une sorte de Madeleine de Proust, je me suis retrouvé 40 ans en arrière à sa place. Hein? Et donc c'est vous dire à quel point je suis dans l'empathie. Ce qui m'est venu en vous entendant aussi, c'est deux choses moi, qui me semblent extrêmement importantes. C'est que si on veut lutter contre la brutalité, la violence et la hiérarchie, il y a quelque chose qui est important, c'est de lutter contre les injonctions qu'on met sur nous, et qui sont en particulier les injonctions de contrôle. Nous devons contrôler tout ce que nous faisons. Nous devons contrôler tout ce que les patients font. Nous devons contrôler les examens, les ceci, les cela. L'inverse du contrôle, c'est quoi? C'est pas la passivité. L'inverse du contrôle, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire, par exemple, dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Et la vertu de dire « je ne sais pas », c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire que ce soit avec quelqu'un qui pose une question très pointue sur la maladie dont elle souffre, que ce soit un patron qui essaye de vous mettre en difficulté. Et évidemment, si on dit « je ne sais pas », mais si on dit « je ne sais pas », avec un grand sourire, c'est quelque chose de complètement... On peut dire « badaboum » aussi, ça marche très bien. Surtout pour les injonctions sexistes. Mais on peut dire je ne sais pas. Et j'accepte de ne pas savoir. Et je veux bien apprendre, mais je ne peux pas savoir avant d'avoir appris. Et ça, moi, ça m'a rendu beaucoup service quand j'étais interne, quand j'étais pas seulement aux urgences, mais aussi aux urgences, de dire je ne sais pas. Et pourquoi ça m'a rendu service? Parce que j'allais voir les personnes avec qui je travaillais, en général pas les gens qui étaient au-dessus de moi, parce que l'injonction c'était que je sache, mais les gens à qui on ne demandait jamais leur avis, c'est-à-dire par exemple les infirmiers, et j'allais leur dire en disant « là tu vois, je ne sais pas ». Et puis ben, il y a toujours quelqu'un pour m'expliquer. C'est pas seulement relationnel, c'est aussi par rapport à soi, par rapport au travail qu'on fait sur soi. Hein, de lâcher prise, de dire je ne contrôle pas ce qui est en train de se passer, et au fond peut-être que je ne veux pas le contrôler. L'autre jour à l'émission, Gloria Steinem disait qu'elle s'était inspirée de... Alors je ne sais pas si c'était à l'émission, si dans son livre qu'elle le dit, elle s'était inspirée de Gandhi. Mais en fait, ce n'était pas de Gandhi qu'elle s'inspirait, c'était des femmes qui avaient appris la non-violence à Gandhi. Et la désobéissance civile non violente à Gandhi. Je crois beaucoup à la désobéissance civile. Et à la civile au sens de... On peut être désobéissant sans être agressif, et puis civile au sens de on peut être désobéissant en tant que citoyen. Je crois beaucoup à la désobéissance civile en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant que sage-femme, en disant
je ne sais pas et je ne veux pas. C'est difficile, c'est dur, mais ça marche. Ça désarçonne, ça désamorce, ça déstabilise. L'idée étant qu'on ne soit pas maintenu dans un désir de contrôle qui nous épuise, mais qu'on déstabilise les gens qui cherchent à nous contrôler et à nous faire nous contrôler. Et on apprend à le faire. Ça prend du temps, mais on apprend à le faire. Moi aussi, je vais parler aussi à cette personne qui est interne en disant que le métier de professionnel de santé, c'est vraiment un métier de liberté. Moi, dans les ateliers de médecine narrative que j'avais animés à Paris Descartes, en fait, j'étais arrivé à demander aux étudiants d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas d'accord de participer à la grande visite quand le patron s'adresse aux patients en disant « il » ou en demandant à l'interne de présenter le dossier. Je disais « vous dites non, il n'y a pas de respect de l'éthique. Vous allez enseigner l'éthique à votre patron. » Voilà, donc pour moi c'est un métier de grande liberté. Il faut prendre cette liberté. Il y a cette liberté aussi qui doit être prise aussi par les patients, par les étudiants. C'est tout à fait possible. Il suffit la seule idée, c'est de respecter l'autre. Hein. C'est tout simple. Donc, si vous assistez à un manque de respect, vous dites non. Et plus vous serez nombreux à dire non, et plus vous serez fort. Et il n'y a aucun problème à dire non. Non. Marie-Madeleine, tu as le privilège de la dernière intervention. Attends, le micro ne répond pas. Là, ça marche? Ouais, c'est bon. Ce que je voulais demander, c'est, quand je vous entends, je regarde de temps en temps, je me dis que c'est des moments très, très forts, très particuliers, et où ça nous redonne de l'espoir. Et c'est vrai qu'il y a des micro-expériences comme ça, et puis Martin Martin, je le connais depuis quand même 15 ans. Vous ne connaissez plus, ni trop que je m'en rappelle. Et je pense que des expériences comme celle-là, est-ce que c'est possible de les associer à la violence qui existe aujourd'hui et qui fait peur? Parce que vous parliez de la peur tout à l'heure. Moi, j'avoue, je ne peux pas ne pas avoir peur de ce qui se passe. Et je me dis, mais comment faire pour aller vers l'autre, vers cela, et éviter le pire? Voilà. Bon, c'est vrai que ça change peut-être la donne avec tout le soin, mais c'est quand même du soin. C'est le soin de la planète, c'est le soin de... Et je ne sais pas, c'est peut-être à vous qu'il faut poser la question, je me la pose depuis longtemps. Je crois qu'on a tous nos solutions individuelles, mais il y a aussi des solutions collectives. Et je crois qu'il n'y a pas de petites ou de mauvaises... il n'y a pas de petits pas. C'est très important sur la peur, parce que la peur, c'est juste une... Vous savez, la peur n'évite pas le danger, mais la peur ne crée pas le danger non plus. Nous avons peur parce que c'est des mécanismes qui sont en nous pour nous préserver. Mais en fait, très souvent, quand on a peur, on n'a pas peur d'un danger réel. Et aller au-delà de la peur, c'est se rendre compte que le danger n'est pas réel. Il est surtout dans notre imaginaire. Et alors, je crois qu'il y a un travail chacun d'entre nous à faire sur cette peur pour aller vers l'autre, mais aussi un travail collectif. J'ai participé à des groupes Balint pendant très longtemps. Dans les groupes Balint, les soignants qui étaient là et qui parlaient de leurs soucis avec les patients, finalement, ils disaient toujours qu'ils avaient peur. Puis on se rendait compte qu'on avait tous peur. Ce qui était extrêmement rassurant, en fait. Paradoxalement. On avait tous peur. Et on avait tous peur de choses qui n'étaient pas forcément les mêmes. Moi, j'avais peur de ça, mais l'autre, il avait peur d'autre chose. Et puis, on n'avait pas peur de ce qui faisait peur à l'autre. Et du coup, ça nous rassurait. Donc, je crois qu'il y a aussi ça, chercher
Enfin, créer des groupes dans lesquels on parle de nos peurs, on parle des solutions qu'on a trouvées, parce que chacun d'entre nous trouve des solutions pour faire face à ses peurs et pour aller vers les autres. Je crois que c'est ça. Mais encore une fois, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions à la fois individuelles et collectives parce qu'on les partage. Je crois.